Salut à tous et bienvenue sur Crypto LFDM. Aujourd'hui on va définir des termes, des expressions, des mécaniques qu'on ne comprend pas toujours dans la crypto. On va voir ça ensemble tout de suite. Et pour la première définition, eh bien on va parler des mixeurs. Alors qu'est-ce qu'un mixeur ? Eh bien c'est tout simplement un moyen simple et rapide de pouvoir s'anonymiser. Alors, pourquoi on parle d'anonymat dans la crypto alors que de base, on prétend que toutes les transactions sont anonymes? Alors, quand vous faites une transaction d'un point A à un point B, toutes les transactions sont traçables. Vous n'êtes pas anonyme, mais vous êtes pseudonyme, c'est-à-dire qu'au final, on peut retracer toutes vos transactions, mais on ne peut pas savoir vraiment à qui appartiennent ces adresses. On peut le savoir avec la redondance et notamment quand vous passez par des exchanges, on peut finalement savoir qui est derrière ces adresses. Et du coup, il y a des solutions pour réellement être anonyme. Alors il y a des blockchains qui ont intégré ça depuis très longtemps, qu'on appelle les blockchains Zero Knowledge. Donc vous avez notamment Monero qui vous permet en fait d'envoyer une transaction sans même que personne ne sache d'où elle part. Donc c'est vraiment pas mal pour l'anonymat. Là, sur Tornado Cash, eh bien, c'est le même système, sauf que cette fois-ci, vous allez pouvoir le faire avec l'Ethereum. Le principe de Tornado Cash est assez simple à comprendre. Vous allez déposer un montant en Ethereum. Donc, imaginons que vous déposiez 0,1 Ethereum. Vous allez attendre un certain temps. Et après ça, vous allez demander un withdraw. L'idée dans l'histoire, c'est que vous allez déposer avec une adresse et ressortir avec une autre adresse. Ce qui fait qu'on ne peut plus faire le lien entre les deux adresses. Mais pour que ça fonctionne, évidemment, il faut que vous soyez plusieurs et que vous ayez exactement le même montant. C'est pour ça que sur Tornado Cash, quand vous déposez des Ethereum, eh bien vous devez déposer des montants entiers qui sont déjà prédéterminés par la plateforme. Par exemple, 0,1 Ethereum, 1 ETH, 10 ETH, 100 ETH. Et il faut aussi qu'il y ait plusieurs personnes, qui aient un dépôt équivalent. Donc là, vous pouvez voir que par exemple, vous allez vous mêler à la masse, vous aurez 23 382 dépôts équivalents, par exemple, à 0,1 Ethereum. Si je clique sur 100 Ethereum, là, vous pouvez voir qu'il y a 28 951 dépôts. Donc, imaginons que je souhaite anonymiser, du coup, ma transaction. Eh bien, je dépose mes 0,1 Ethereum ici. Donc, je les dépose en passant, par exemple, par MetaMask. Alors, je vais envoyer du coup sur le smart contract mes 0,1 Ethereum. Je vais attendre un certain délai et le smart contract va m'envoyer une note d'enregistrement qui me permettra de retirer par la suite 0,1 Ethereum qui proviendront d'une autre adresse. Ce qui veut dire qu'en fait que mon adresse à moi va peut-être permettre à quelqu'un d'autre de retirer ces Ethereum. L'idée c'est que on puisse plus faire le lien entre le début et la fin. Pour ceux qui se posent la question, vous avez tout à fait le droit d'utiliser Tornado Cash. Vous pouvez très bien anonymiser des transactions si vous le souhaitez. Par contre, ce que vous allez en faire peut être illégal. Et malheureusement, dans la majorité du temps, c'est utilisé de manière illégale. Bon, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que je ne vous recommande pas non plus d'utiliser forcément ce genre de plateforme. Pourquoi ? Eh bien parce que ce genre de plateforme, en fait, elle laisse des traces. Elle laisse des traces malgré tout, c'est-à-dire que on peut connaître toutes les adresses qui sont passées par Tornado Cash. Ce qui veut dire que plus tard, si jamais on interdit l'utilisation si on interdit toutes les adresses qui proviennent de Tornado Cash qu'on ne peut pas identifier clairement, on pourrait très bien demander aux exchanges de refuser toutes les adresses qui proviennent de Tornado Cash ou de n'importe quel autre mixeur. C'est pour ça que c'est bien de savoir que ça existe, mais il faut savoir aussi que ça peut avoir des conséquences. Post-pub de la vidéo. On va passer à une définition beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide à comprendre. Quelle est la différence entre un CEX et un DEX ? Eh bien, un CEX avec un C évidemment, ça veut dire Centralized Exchange. C'est par exemple ce que peut être Binance, ce que peut être Crypto.com ou KuCoin, imaginons. Ce sont des exchanges, donc des places de marché complètement centralisées où tous les ordres sont gérés à l'intérieur. Il n'y a rien qui est blockchainisé. Donc, ce n'est pas géré par des smart contracts, c'est géré par Binance ou par l'exchange en lui-même en fait. Et un DEX, ça veut dire Decentralized Exchange. Là, par contre, c'est directement un smart contract sur la blockchain qui gère les transactions. Ça peut être le cas par exemple de Uniswap qui est l'un des plus gros DEX. Vous avez aussi PancakeSwap, mais vous avez aussi derrière Osmosis. Pour ceux qui font de l'investissement sur la DeFi ou la CeFi, donc DeFi Decentralized Finance, CeFi Centralized Finance. Par exemple, ce que vous pouvez avoir sur Binance, c'est de la Centralized Finance. Eh bien, quelle est la différence entre les APR
et les API que vous pourrez retrouver par exemple sur Bifi qui est un Yield Optimizer. Eh bien la différence est simple, c'est que les APR ce sont les rendements bruts, c'est-à-dire que ce que vous toucherez par an, donc vous pouvez très facilement le diviser par 365 jours et vous obtiendrez chaque jour combien vous obtenez de pourcentage. Et les API, ce sont les rendements composés, c'est-à-dire les rendements si vous réinvestissez tous les jours. Donc pour les placements à court terme, il est quand même plus intéressant de s'intéresser aux APR. Une définition facile maintenant, qu'est-ce qu'un KYC? C'est souvent les plateformes qui vont vous demander de faire un KYC. KYC, ça veut juste dire Know Your Customer. En gros, c'est une vérification poussée d'identité. Le Web 3.0. Vous avez sûrement déjà entendu parler de cette expression, notamment à côté de projet NFT, on parle de projet Web 3.0. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Vous en doutez bien, s'il y a un Web 3.0, c'est qu'il y a eu un Web 1.0 et 2.0. Alors qu'est-ce que le Web 1.0? C'est la base, c'est la première possibilité sur le web de pouvoir seulement lire les données. Donc c'était seulement la possibilité, comme vous pouvez le voir ici, dans le thread de Versity. Vous pouvez voir par exemple qu'au début, les utilisateurs ne pouvaient télécharger et lire que du contenu statique. Donc ça, c'était le Web 1.0. Donc nous, on n'a pas vraiment connu ça. Nous, ce qu'on a connu, nous, au début, en tout cas notre génération, ma génération, c'est le Web 2.0, à savoir la lecture et l'écriture, le partage. Donc ça pouvait être le partage de vidéos, d'images, et donc c'était surtout l'émergence des réseaux sociaux. Donc là, comme vous pouvez le voir, ça c'était le Web 2.0. Mais les utilisateurs n'avaient pas encore la propriété virtuelle, n'avaient pas de propriété virtuelle, et ce réseau Web 2.0 est un réseau centralisé, entre parenthèses. Évidemment, ce n'est pas centralisé puisque Internet est décentralisé, mais il n'y a pas cette idée de possession. Et donc le Web 3.0, c'est tout ce qui est construit à l'aide de la technologie blockchain, donc tout ce qui est construit par la blockchain et qui permet aux utilisateurs de posséder réellement des biens immatériels sur la blockchain. Donc c'est tout simplement ça le Web 3.0, c'est la possibilité de posséder des biens immatériels de manière décentralisée. Et plus globalement, c'est un changement de paradigme qui mène en fait à un Internet plus démocratisé, plus décentralisé, sans intermédiaire. Voilà, la vidéo est terminée, vous avez résisté jusqu'au bout, bravo à vous. Et maintenant, vous pouvez me soutenir avec un petit like. Vous pouvez aussi vous abonner si vous le souhaitez. Et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Ciao!